Bon, bonjour à toutes et à tous, Jessica Jacobi-Coali, donc je suis responsable de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, on reprend le cycle des solutions pro, donc des événements que nous organisons tous les mois à destination des professionnels de la rénovation énergétique, mais également des syndics de copropriété pour vous informer sur les évolutions réglementaires, des retours d'expérience, des produits innovants. Et donc, on débute cette session cette année avec Camille Morel, qui est responsable du pôle rénovation de l'association des responsables de copropriété. Bonjour Camille. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du DTG, le diagnostic technique global, qui a été mis à jour, sur lequel on a travaillé avec l'ARC, mais également l'ensemble des partenaires en 2022 et qui sera diffusé à partir de cette semaine et mis en ligne sur les différents sites. Donc, je laisse la parole à Camille pour vous présenter les évolutions de ce référentiel, qui a travaillé dessus, mais également voilà, comment mieux s'approprier et utiliser ce dernier. Pour rappel, donc nous sommes ensemble 1h15. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet Q et R, donc questions et réponses en bas de votre écran normalement. Et vous avez également le chat si vous avez des remarques, voilà, des remarques ou d'autres questions ou vous souhaitez échanger avec le reste des participants. Nous sommes déjà 62 connectés actuellement, donc n'hésitez pas aussi à échanger entre vous. Camille, je te laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Je vais vous présenter. Alors, est-ce que ça fonctionne? Alors, le sommaire de la présentation qui est organisé en trois parties. Donc, déjà, un petit peu un rappel de comment le référentiel a été organisé en octobre 2020 pour que tout le monde puisse partir un peu avec la même base en tête. Puis, une partie sur les changements qu'a apporté la loi climat d'août 2021. Et en troisième partie, la mise à jour, les mises à jour effectuées dans le référentiel à partir des éléments imposés par la loi climat aux copropriétés. Donc, on terminera en effet par un peu une session de questions-réponses. Là, j'ai mis un petit lexique pour que tout le monde soit bien d'accord. DTG, diagnostic technique global. PPT, plan pluriannuel de travaux. DPE, diagnostic de performance énergétique. Ça va un peu nous suivre tout le long de la présentation. Alors, donc le référentiel tel qu'il avait été mis en ligne en octobre 2020 et qui est encore d'actualité puisqu'il y a eu des petites mises à jour, mais assez succinctes, qui avaient été faites en 2021. Alors, pour mémoire, donc on avait, avec le groupe de travail, déterminé ce référentiel DTG pour avoir une assise sur un contenu et une méthodologie de réalisation des DTG qui, en plus de proposer un cadre, permettait de s'adapter aussi à tout type de copropriété, chauffage collectif, chauffage individuel, maçonnerie traditionnelle, donc bâti ancien ou bâti récent. Donc, la base du référentiel est sur l'article de loi L731-1 du Code de la construction. Et donc là, je vais vous faire un extrait de la version en fait qui était avant le 1er janvier 2023. Donc ça, c'est important à noter puisque la loi climat va modifier en fait cet article. Donc là, vous avez un tableau avec 5 lignes qui reprennent en fait les fondamentaux de qu'est-ce que c'est qu'un DTG. Donc la première ligne, c'est l'analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs. Donc l'interprétation qu'on en fait, c'est un diagnostic architectural et des équipements. Et donc le groupe de travail a pris le parti de dire, OK, cette partie-là d'analyse diagnostique doit intégrer le volet thermique pour chaque poste audité et ne pas continuer à avoir des audits où on sépare le technique du thermique et donc d'unifier les choses. Et donc, c'est au sein des fiches par poste que ce travail a été réalisé.
le deuxième point, qui est l'état de la situation du syndicat au regard des obligations légales et réglementaires au titre du CCH, donc Code de la construction et de l'habitat. Et donc, l'interprétation qu'on en a fait, c'était de pouvoir recenser les obligations et analyser la situation par le diagnostic, mais aussi les documents communiqués par le syndicat. Donc, le parti pris à l'époque, c'était, qui est toujours en cours, c'était de dire, on élargit au code de la santé, au code de l'énergie, au code de l'environnement, puisqu'en fait, il y a beaucoup de législation dans les copropriétés qui relèvent de plusieurs codes. Et c'est de là qu'est née l'idée de faire donc, les tableaux de bord de gestion technique. Ensuite, le troisième alinéa indique qu'il faut pouvoir, dans le DTG, faire une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble. Donc, l'interprétation qu'on en avait faite, c'était de pouvoir dire analysons le règlement de copropriété, donc au niveau des parties communes et des parties privatives, PC, PP, et des clés de répartition, quand ça a une influence sur des futurs postes de travaux par rapport à une toiture qui serait en charge générale et non pas en charge bâtiment, ça a une influence sur la manière dont on va voter les travaux et aussi sur l'existence ou non d'un fonds de travaux qui est une provision financière pour réaliser des travaux. Donc là, le parti pris avait été de dire, OK, on essaye d'ajouter donc des analyses de règlement de copro, on suit ça, et on ajoute aussi une analyse de la situation des impayés de charges, puisque on sait que avec ma prime rénov, il y avait des conditions par rapport à ça pour avoir des bonus sur des primes en fonction des impayés dans la copropriété. Et on sait aussi que finalement, quand on a trop d'impayés dans une copropriété, on n'arrive pas à débloquer des prêts collectifs, par exemple. Donc, au moment où on a voté des travaux, on essaye d'avoir des solutions de financement et les banques refusent de prêter aux copropriétaires. Le quatrième point donc, concerne le diagnostic de performance énergétique de l'immeuble tel que prévu donc, aux articles 126-28, 126-31 du présent code. Et il est bien stipulé, l'audit énergétique prévu au même article satisfait cette obligation. Donc ça, je reprécise, donc c'est l'article de loi L731-1 qui était en vigueur avant le 1er janvier 2023. Et donc, l'interprétation qu'on avait faite à l'époque, c'était de dire, comme l'audit énergétique n'est obligatoire et le DPE collectif n'était obligatoire que dans les copropriétés en chauffage collectif, on en avait déduit qu'un DTG pouvait ne pas contenir d'analyse énergétique s'il n'y avait pas de chauffage collectif. Et donc, le parti pris à l'époque qui avait été pris, c'était de dire un DTG doit contenir obligatoirement une analyse énergétique. Et on a créé donc l'idée de dire il y a soit une analyse énergétique complète basée sur un audit énergétique, soit une analyse énergétique simplifiée basée sur, par exemple, un calcul 3CN. On a aussi créé la notion de focus technique pour pouvoir faire des préconisations, des recommandations de travaux sans non plus que ça ressemble trop à des prescriptions travaux de maître d'œuvre. Et on a rendu à l'époque les thermographies obligatoires dans le cadre du DTG, du référentiel DTG. Pour terminer, donc, il était indiqué dans la loi qu'il fallait intégrer une évaluation sommaire du coût des travaux et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, en précisant ceux à mener dans les 10 ans. Donc, l'interprétation qui avait été faite, c'était de reprendre la liste des travaux par poste qui avait été utilisée et peut-être créée, ça je ne sais pas, dans le cahier des charges de l'audit énergétique avec volet architectural de l'ADEME. Donc, c'était un cahier des charges qui datait de 2012-2014. Et donc, on a repris cette liste puisqu'elle était très utilisée et très appréciée des copropriétaires. Et on a
garder l'idée, évidemment, en plus de la liste, de pouvoir créer des scénarios de travaux avec des gains énergétiques organisés en bouquet. Ensuite, il a été ajouté la possibilité en option de compléter le DTG avec une ingénierie financière. Peut-être une question, Camille, pour rester sur cette slide, sur le point numéro 2, donc le recensement des obligations. Est-ce que c'est une prestation à réaliser par le syndic ou par le prestataire qui réalise le DTG? Alors, dans le référentiel DTG, on a proposé 2 méthodes qui sont toujours, d'ailleurs, la mise à jour n'a pas touché à ça. En fait, le texte législatif indique qu'il faut pouvoir faire l'état de la situation. Donc, en tout état de cause, c'est le prestataire qui fait cet état. Mais comme on sait que c'est fastidieux à faire et que c'est en plus intéressant de pouvoir impliquer les instances de gestion, notamment les conseillers syndicaux, à se préoccuper de ces éléments, c'est pourquoi on a proposé dans le référentiel des TG deux méthodes, en fait, hein. Soit c'est participatif, où justement le conseil syndical va passer du temps à aller chercher les documents, à les recenser, à peut-être même les analyser pour travailler un peu en collaboration, on va dire, avec le prestataire. Alors, c'est sûr, tout ça, c'est théorique, hein, faut voir en pratique comment ça peut se faire. Mais l'idée, c'est que les copropriétaires s'impliquent dans la recherche des documents, surtout. Et la deuxième possibilité était que le professionnel s'occupe de faire tout au niveau des tableaux de bord. Donc là, on a en retour d'expérience, on sait que des bureaux d'études ou des architectes, en fait, ils envoient des tableurs au syndic en lui demandant de compléter lui-même les tableurs et d'envoyer les documents. Voilà. Donc, il y a différentes manières de faire qui sont apparues. Donc, c'est des choses qui peuvent peut-être encore évoluer dans le temps. Moi, mon conseil, c'est de pouvoir impliquer, bon, le syndic, ça c'est sûr, mais c'est d'impliquer les conseillers syndicaux, même si c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours toutes les informations pour comprendre ce qu'on leur demande. Voilà. Alors, je passe à la slide d'après. Donc, toujours sur la présentation du référentiel tel qu'il a été construit. Donc, on a organisé les méthodologies de réalisation sur la base d'étapes qui étaient soit socles, c'est-à-dire obligatoires, soit en option, et des moyens techniques, soit socles ou en option. Donc, tout ça, c'est assez décrit dans le référentiel et c'est à peu près à ce niveau-là qu'il y a eu quand même quelques modifications qu'on va voir après, que je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc, le point important, c'est que dans le cadre du référentiel, on a finalement créé un modèle type de rapport de DTG, de à quoi pourrait ressembler un rapport de DTG. Donc, la partie 1 qui concerne la présentation générale de la copropriété et l'analyse technique et patrimoniale. Donc, bon, là, c'est sans surprise, hein, des récapitulatifs, hein, des fiches d'identité de la copropriété avec des photos, des schémas et des éléments clés, hein, comme les références cadastrales, les situations. Et c'est à cet endroit qu'on a proposé de mettre les analyses succinctes, hein, des données financières, donc par rapport aux impayés de charges, par rapport aux fonds travaux cotisés, l'analyse succincte du règlement de copropriété, encore une fois, quand il y a une incidence par rapport au poste futur de travaux, et les tableaux de bord de gestion technique dont on vient de parler, qui sont, on va dire, c'est encore des choses qui sont relativement expérimentales, mais on voit bien que les copropriétaires quand même s'emparent de ces sujets, c'est-à-dire que c'est un bon outil. Donc sur la partie 2, on est dans le cœur du DTG, puisqu'on est dans la partie état des lieux architectural et énergétique. Donc, cette partie 2, elle est découpée en deux.
deux parties, deux sous-parties. Donc, la première qui sont les diagnostics par poste sur la base des fiches qui regroupent donc constat technique, constat thermique et préconisation de travaux. Donc, les fameuses 20 fiches de diagnostic qui ont été annexées dans le référentiel. Donc, aujourd'hui, ces fiches n'ont pas bougé, elles sont restées identiques. La mise à jour ne les impacte pas. L'analyse énergétique, donc c'est la deuxième sous-partie de la partie 2. Donc, c'est une analyse énergétique en tant que telle, donc qui est soit complète, qui repose sur l'audit énergétique, c'est-à-dire sur une méthode comportementale doublée d'un calcul conventionnel, soit simplifiée, qui repose, par exemple, sur un calcul 3CL, mais on pourrait imaginer que ça repose aussi sur un calcul THCEX. Donc là, c'est vraiment le cœur du DTG. Et les focus techniques qui, en fait, font partie de l'analyse énergétique, je n'aurais pas dû mettre un troisième point, mais qui sont donc un point important à bien détailler pour que les copropriétaires puissent se projeter soit à court terme, soit à long terme sur les capacités d'amélioration énergétique de leur bâtiment, enfin les possibilités. Voilà. Donc, la partie 3 concerne la planification des travaux. Donc, c'est là qu'on retrouvait donc, la liste des travaux à réaliser poste par poste et par ordre de priorité, avec le coût des travaux et les économies d'énergie attendues poste par poste. Donc, cette liste qui venait du cahier des charges de l'ADEME. Et après, on enchaîne sur les scénarios travaux, donc les bouquets de travaux. Et en option, en partie 4, ingénierie financière des scénarios de travaux, où là, il y a le panorama des aides financières, les conditions techniques et des simulations des aides financières pour les 2 scénarios de travaux qui auront été travaillés avec le conseil syndical et le syndic. Donc, voilà la structure en fait du rapport de DTG qui, dans sa grande majorité, n'a pas bougé. Donc, après, je vais vous expliquer où se situent les mises à jour. Ah oui, excusez-moi, il y avait un dernier point sur les prêts collectifs. Donc, il faut bien comprendre qu'au moment où on a créé ce référentiel, comme il y avait encore l'obligation pour les copropriétés en chauffage collectif de réaliser un audit énergétique, hein, même si les délais étaient passés, quelque part, l'obligation était encore sous-jacente. Et donc, en fait, une partie, évidemment, du référentiel DTG est directement issue de la manière dont devaient être réalisés les audits énergétiques réglementaires. Donc là, j'ai fait un rappel de la loi, hein, puisque ces audits avaient été créés par l'article 1 de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et il avait été complété par des décrets et des arrêtés en 2012 et en 2013 pour indiquer, préciser, détailler comment se réalisent les audits énergétiques en copropriété. Et donc, une partie de ces éléments, en fait, ont été reprises dans le référentiel, donc toujours parce que c'était obligatoire, on va dire, hein, pour les copropriétés en chauffage collectif. Donc, par défaut, en fait, on s'était organisé à partir de cette obligation qu'on déclinait en fonction des copropriétés qui étaient obligées ou pas. Voilà. Et donc, quels sont les points importants? C'était la récolte des factures d'énergie sur les 3 dernières années sur 5 usages. Ça venait directement des textes réglementaires. La visite en période de chauffe et la prise de mesure, notamment les températures intérieures des pièces et des parois, ainsi que des fluides en chaufferie. L'enquête occupant, la modélisation thermique et le recollement avec les factures, donc ce qui est donc la méthode comportementale. Les bouquets de travaux générant des gains énergétiques, donc les textes réglementaires parlaient de 20% et un bouquet BBC. Les informations sur les aides financières mobilisables pour les travaux énergétiques. Voilà. Et donc, c'est tout ça finalement que la loi climat a modifié en profondeur, puisque l'audit énergétique, comme on va le voir, n'est plus une colonne vertébrale aujourd'hui à respecter. Alors, les changements apportés par la loi climat.
Donc, on a la première obligation qui apparaît, hein, qui est l'obligation de réaliser un diagnostic de performance énergétique pour toutes les copropriétés. Donc, c'est l'article 158-1-5, enfin, c'est le cinquième alinéa, je crois, de la loi climat, qui modifie du coup l'article L126 du CCH et qui dit, donc, tout bâtiment d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d'un DPE. Ce diagnostic est renouvelé, mis à jour tous les 10 ans, sauf quand il établit qu'on est en classe A, B ou C. Donc, le calendrier de l'obligation commence en fait de manière progressive. Donc, c'est ça qui est un petit peu complexe à comprendre, puisque ce calendrier, il vient progressivement en fait modifier certains articles de loi euh, et, et, euh, et vous allez voir que c'est en ce sens qu'on considère que l'audit énergétique n'a pas tout à fait disparu en fait. Bon, mais c'est pas peut-être pas très intéressant de se perdre là-dedans. Donc, les copropriétés de plus de 200 lots doivent avoir établi un DPE au 1er janvier 2024. Les copropriétés entre 50 et 200 lots, c'est le 1er janvier 2025. Et les copropriétés de moins de 50 lots, c'est à partir du 1er janvier 2026. Alors, il faut savoir qu'en parallèle, hein, le DPE a été réformé, une réforme qui date du 1er juillet 2021 et que les anciennes étiquettes qui sont présentées là ne sont plus valables et que maintenant, c'est des nouvelles étiquettes à double entrée avec une double échelle. Et l'étiquette va suivre la note la plus défavorable, hein. C'est-à-dire que sur l'exemple que le ministère avait donné, là que j'ai fait copier-coller, on voit que on a 216 kWh de consommés par mètre carré par an. Et donc, normalement, on ne doit pas être E, normalement, on doit être D. Mais comme l'étiquette gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre, elle est à 52, donc elle est classée E, qu'on peut voir ici, eh bien, l'étiquette générale est en E. Alors, vous allez voir que les agences immobilières, ils ont trouvé une façon de faire qui est finalement de donner deux petits curseurs avec l'étiquette des consommations, puis l'étiquette des gaz à effet de serre. Donc, du coup, ça donne les deux étiquettes. Mais légalement, on n'a bien qu'une seule étiquette et c'est celle la plus défavorable qui compte. Alors, après, donc c'est là que j'arrive sur cette question de la suppression de réaliser un audit énergétique. Donc, en fait, cette mention particulière qui avait été faite pour l'audit énergétique a été supprimée de l'article L126-31. L'article L731-1 du CCH, donc, qui définit le DTG, l'article que je vous ai présenté en première slide, a été modifié en conséquence, c'est-à-dire que lui aussi, en fait, cet article ne mentionne plus l'audit énergétique, donc depuis le 1er janvier 2023. Hein. Et l'article 24-4 de la loi du 10 juillet 1965, pardon, la loi qui régit la copropriété en France, a été modifié de la même manière depuis donc, le 1er janvier 2023. Donc c'est comme ça, si vous voulez, qu'on constate, en fait, à moins que des personnes aient des informations plus fiables que ce que je viens de vous présenter, que l'audit énergétique, a priori, ne va plus être forcé, enfin, n'est plus obligatoire, ce qui n'empêche pas de pouvoir le réaliser, hein, néanmoins. Alors, il faut donc bien comprendre hein, que le DPE, diagnostic de performance énergétique, et l'audit énergétique ne reposent pas du tout donc, sur la même méthodologie de réalisation, même si elles ont été un petit peu unifiées quand même avec la réforme de juillet 2021. Donc, le DPE est un outil d'observatoire général qui standardise les bâtiments pour pouvoir les comparer entre eux et offrir des informations linéaires, donc relativement théoriques. Dans l'existant, il est réalisé obligatoirement avec la méthode 3CL DPE 2021. Tandis que l'audit énergétique est un outil de diagnostic qui repose sur une méthode comportementale s'attachant à déterminer des consommations réelles dans un objectif d'amélioration énergétique plus opérationnel. Il est réalisé avec des logiciels de simulation thermique.
Donc, depuis la réforme de juillet 2021, les deux types d'audit thermique calculent les consommations sur 5 usages. Donc, ça, c'est intéressant puisqu'avant, le DPE était sur 3 usages qui faisaient forcément des écarts importants. Et un autre facteur qui est générateur d'incompréhension et de différences, c'est qu'ils ne sont pas sur la même surface considérée, hein, c'est-à-dire que le DPE est au mètre carré de CHAB, donc de surface habitable, tandis que l'audit énergétique est au mètre carré sur la base de la SHON, donc surface hors œuvre nette de la réglementation thermique RT. Donc, ça reste encore deux outils qui sont difficiles à mettre face à face et qui génèrent un peu des incompréhensions de la part des copropriétaires. Néanmoins, aujourd'hui, on a quand même une profession qui sont, enfin, les bureaux d'études thermiques ont développé des méthodologies pour travailler en copropriété. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire donc, au-delà, on va dire, des méthodes réglementaires, on a un savoir-faire aussi pour présenter des résultats qui vont dans le sens de, de clarification pour les copropriétaires. Donc après, le deuxième grand point apporté par la loi climat, c'est de réaliser un projet de plan pluriannuel de travaux, PPT, dans chaque copropriété. Donc ça, c'est l'article 171 de la loi climat qui, en gros, impose en fait le fait d'élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux dans toutes les copropriétés ayant réceptionné les travaux de construction depuis plus de 15 ans. Donc, ce projet de plan pluriannuel de travaux doit être présenté en Assemblée générale et mis au vote. Il doit, s'il est voté, intégrer le carnet d'entretien prévu à l'article 18 de la loi du 10 juillet 65. Donc, le carnet d'entretien, c'est souvent, enfin, c'est le syndic qui tient ce carnet d'entretien. Voilà. C'est un carnet qui est notamment requis en cas de vente. Alors, le point nouveau qui a été créé, c'est que le fonds travaux, donc le fonds travaux qui existe depuis la loi Allure au sein des copropriétés, donc c'est-à-dire que chaque copropriétaire doit cotiser de l'argent en fait qui est mis sur ce fonds tous les ans. Eh bien, maintenant, il s'articule avec le plan pluriannuel de travaux, une fois que ce dernier est voté, évidemment. Et donc, la cotisation annuelle à voter en AG, elle ne peut pas être inférieure à 2,5% du montant des travaux indiqués dans le plan pluriannuel de travaux ou à 5% du budget prévisionnel voté. Donc là, on arrive dans vraiment le cœur du moteur des copropriétés qui est l'argent et donc la volonté du législateur d'essayer de créer des épargnes au sein des copropriétés pour pouvoir faciliter la prise de décision le jour où on arrive en assemblée générale avec un projet de travaux ficelé. Donc, le calendrier pour ce projet de plan pluriannuel de travaux, eh bien, c'est qu'il doit commencer à être élaboré à partir donc, du 1er janvier 2023, donc dès maintenant pour les copropriétés de plus de 200 lots, du 1er janvier 2024 pour celles entre 51 et 200 lots, et du 1er janvier 2025 pour celles de 50 lots et moins. Donc, vous pourrez remarquer que le calendrier, il est un an avant l'obligation d'avoir en fait un DPE. Donc, la différence, en fait, elle se tient là. C'est-à-dire que le DPE, il devra être établi donc tel le calendrier que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, pour les copropriétés de 200 lots, c'est au 1er janvier 2024. Je dois avoir un DPE. Par contre, pour le PPT, en fait, c'est à partir d'aujourd'hui que je dois mettre au vote les conditions d'élaboration de ce PPT. Et c'est ce que la loi précise, c'est déjà, il faut que je vote comment je réalise ce PPT. Et la loi propose deux façons de faire, qui est donc une analyse du bâti et des équipements associée à un DPE. Donc le fameux DPE collectif que je dois avoir fait
en tout cas pour une copropriété de 200 lots, au 1er janvier 2024, il faut que mon DPE soit réalisé. Donc, en travaillant sur la réalisation d'un projet de PPT, eh bien, je dois faire un DPE. Ou, il dit, donc, ou un diagnostic technique global. Donc, en fait, il y a les deux méthodes qui sont proposées par la loi, sachant que le diagnostic technique global, comme je vous disais tout à l'heure, l'article de loi qui régit le diagnostic technique global a été modifié. Et maintenant, le quatrième alinéa, je vais vous le montrer après, il est devenu obligation de faire un DPE. Donc, le DPE est forcément intégré dans le diagnostic technique global. Et c'est évidemment une des mises à jour que nous avons effectuées sur le référentiel DTG. Donc là, c'est juste pour aller un petit peu plus loin sur le contenu du projet du PPT, puisqu'il y a une définition générale dans la loi 65 qui a été créée par la loi climat. Et donc, il dit donc, la liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé, la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est intéressant puisque la liste dont il était question avant dans le DTG, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une liste qui était nécessaire à la sauvegarde de l'immeuble, à la conservation de l'immeuble. Et donc là, aujourd'hui, le législateur, il dit, non, le projet de PPT, il va plus loin que la liste qu'on avait indiquée pour le DTG. Il doit aussi se préoccuper de la préservation de la santé, de la sécurité et la réalisation des économies d'énergie. Ensuite, c'est estimation des niveaux de performance des travaux mentionnés. Donc, ça paraît, c'est pas très clair, hein, mais c'est soit poste par poste, soit par bouquet, le fait de pouvoir avoir les gains énergétiques. Une estimation sommaire des coûts des travaux et leur hiérarchisation, donc en termes d'importance, de termes de réalisation. Et une proposition d'échéancier pour les travaux nécessaires dans les 10 prochaines années. Donc, voilà ce que doit être un projet de PPT. Et donc, on a travaillé sur un exemple qui pourrait ressembler à ça. Donc, une hiérarchisation avec un court terme, moyen terme, long terme, des postes avec les travaux envisagés, les gains énergétiques en kilowattheure et en pourcentage, les niveaux évidemment de performance thermique de la recommandation, puisque je ne peux pas avoir 25% d'économie d'énergie si je n'ai pas mis exactement la résistance thermique associée au calcul, et le coût estimatif des travaux. Donc tout ça donne un total du PPT, sur lequel je vais baser mon calcul de cotisation minimum annuel du fonds travaux. Donc, une petite alerte, hein, c'est vrai que le projet de PPT parle de liste de travaux et qui s'oppose un petit peu à la notion de bouquet de travaux ou de scénario de travaux avec laquelle on travaille depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Et c'est important de le souligner puisqu'on sait que les aides financières les plus intéressantes pour les copropriétés reposent sur la notion de bouquet de travaux avec ma prime rénov copropriété et 35% de gain énergétique, mais aussi les certificats d'économie d'énergie sur l'opération standardisée BAR-TH 145 qui indique aussi 35% de gain énergétique. Donc ça, c'est important et c'est pourquoi le référentiel, dans la mise à jour, on n'a pas changé ça. On garde évidemment l'obligation de réaliser des scénarios de travaux. Donc là, je mets un exemple, hein, mais c'est ça qu'on cherche à faire, hein, de pouvoir amener les copropriétaires vers des économies d'énergie importantes. Alors, on arrive enfin sur la troisième partie de cette présentation, qui sont donc les fameuses mises à jour effectuées dans le référentiel. Alors, il faut donc bien comprendre, hein, que le rapport type reste structurellement le même. Et donc, il s'adapte par rapport à le fait que l'obligation de réaliser un audit énergétique a priori disparu quand on est en chauffage collectif. Pour autant, certaines dispositions qui concernaient justement l'audit énergétique sont intéressantes à conserver. Donc, il y a eu ce choix de dire, en chauffage collectif, il y a quand même des choses qui sont à conserver. Donc, c'est le parti pris, hein,
du référentiel DTG. Et donc, notamment, la visite en période de chauffe, les mesures de température, les mesures en chaufferie, la récolte des factures énergétiques. Donc là, voilà, j'ai mis le tableau. Donc, si on est en chauffage collectif, finalement, on essaye de garder une structure qui ressemble à un audit énergétique. Donc, la visite en période de chauffe et la prise de mesure restent obligatoires en chauffage collectif. Et donc, par défaut, une copropriété en chauffage individuel peut faire réaliser son DTG hors période de chauffe, puisque un DPE, notamment si on fait une analyse énergétique simplifiée basée sur un calcul 3CL et sur le DPE, eh bien, évidemment, le DPE n'exige pas du tout la période de chauffe pour réaliser le DTG. L'enquête occupant qui est intéressante, qui maintenant en plus se fait avec des outils en ligne, il a été décidé de la maintenir pour tous. Et comme le référentiel ne faisait pas le détail exact de comment elle devait être restituée, donc on a proposé une méthodologie de restitution, donc au travers du rapport de DTG, et un modèle type en annexe d'enquête occupant. La modélisation thermique et le recollement avec les factures restent exigés pour le chauffage collectif, une copropriété en chauffage collectif. Par contre, en chauffage individuel, donc l'obligation de faire une modélisation thermique reste, et puis de toute façon, avec le DPE, elle est de fait, mais il n'y a pas de recollement nécessaire avec les factures, ce qui n'empêche pas de pouvoir essayer de le faire si c'est pertinent. Les bouquets des travaux générant des gains énergétiques. Donc dans la loi, hein, la réglementation des audits énergétiques disait donc 20% BBC. Donc ça, l'idée, elle est maintenue, hein, c'est-à-dire qu'on garde les bouquets de travaux pour avoir des gains énergétiques de scénario de travaux, mais il n'y a pas de seuil obligatoire. Après, il y a une forte incitation, évidemment, à faire 35% ou plus. Voilà, mais il n'y a pas d'obligation en tant que telle. Les informations donc, sur les aides financières mobilisables pour les travaux énergétiques, donc ça, c'est maintenu dans le cadre de l'option, en fait, l'option sur la partie 4 qui est l'ingénierie financière. Voilà, et donc, dans le référentiel, donc, on a tout simplement ajouté la réalisation obligatoire du DPE collectif, hein, puisque la loi le mentionne. Et alors certes, vous avez vu, les calendriers sont différents en fonction du nombre de lots en copropriété, sachant que, je ne vous ai pas précisé, mais les lots qui sont indiqués sont les lots principaux. D'accord? Donc ça, le législateur a pris le soin de le préciser. Donc ce sont bien les lots principaux qui sont concernés et non pas tous les lots. Alors, donc, le DPE collectif, comme vous le savez, c'est un document réglementaire, hein, c'est comme un CERFA, donc il doit, s'il est fait, enfin, il est fait, et il est annexé au rapport de DTG en document autre, en document annexe. Donc, au-delà du fait que le DPE collectif est obligatoire, on a gardé cette idée de dire que dans le DTG, deux types d'analyse énergétique sont possibles. Donc, la complète faite à partir d'une méthode comportementale type audit énergétique ou une simplifiée faite à partir de calcul 3CL, dont le DPE. Et alors voilà, l'autre nouveauté importante, c'est que les thermographies ont été mises en option. Donc à partir du moment où on propose que les copropriétés qui ne sont pas en chauffage collectif ne sont pas obligées de réaliser les DTG en période de chauffe, eh bien par défaut, les thermographies deviennent trop compliquées à faire dans les situations où le DTG est réalisé à une période chaude. Et donc, c'est pour ça qu'elles ont été mises en option. Maintenant, donc on a rédigé quand même un texte pour les recommander
recommander les thermographies, puisqu'elles permettent quand même d'appuyer le diagnostic, tant thermique, hein, puisque on peut voir des ponts thermiques ou parfois des ruptures comme ça d'isolants qui n'auraient pas dû exister, mais elles servent aussi dans certains bâtis anciens, par exemple, à voir ce qui se passe derrière les enduits et comprendre quel type de maçonnerie, par exemple, il y a à divers étages d'un bâtiment ancien. Voilà, donc on pense que les auditeurs DTG qui font les DTG doivent bien garder en mémoire que la thermographie euh, doit pouvoir quand même être proposée quand c'est pertinent et dans l'organisation après des réalisations des DTG, de pouvoir, par exemple, sur une copropriété en chauffage individuel, mais sur lequel ce serait intéressant d'avoir des thermographies, de pouvoir dire, bon, bah, celle-là de copro, on va proposer de réaliser le DTG en hiver, en période de chauffe. Voilà. Après, c'est chaque expertise qui viendra apporter sa plus-value. Mais il semble que ça reste intéressant de considérer que la thermographie est un outil à utiliser. Alors, euh, adaptation de la liste des travaux en partie 3 en projet de PPT, puisque donc la fameuse liste hein, qui est utilisée depuis l'audit global, hein, eh bien, qu'on a récupéré pour le référentiel des TG, eh bien, aujourd'hui, en fait, on se dit, bah, en fait, c'est en quelque sorte un projet de PPT. Il suffit de rajouter quelques items et on arrive facilement à un projet de PPT qui, de surcroît, est travaillé en concertation avec le conseil syndical et le syndic, puisque je n'ai pas dit tout à l'heure, mais le référentiel DTG propose aussi une méthodologie de réalisation avec des étapes et notamment la fameuse réunion intermédiaire de concertation avec le syndic et le conseil syndical qui est propice justement à pouvoir élaborer euh, un projet de PPT et des scénarios de travaux. Donc, on a donc proposé cette adaptation. On a mis à jour les éléments sur le dimensionnement du fonds de travaux, puisque, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, le fonds de travaux maintenant est dimensionné à partir du projet de PPT. Et on a ajouté des colonnes avec notamment les échéances de travaux. Alors, la liste continue d'être classée chronologiquement, mais on indique clairement le type d'échéance. Donc, court terme, délai compris entre 1 et 3 ans, moyen terme, 2 et 6 ans, long terme, 5 et 10 ans. Donc, on a fait exprès de chevaucher un petit peu les périodes, puisque, comme on le sait, dans ce type de recommandations, ce n'est pas évident de rester sur des choses extrêmement scientifiques et précises. Donc voilà à quoi ressemble le tableau qu'on propose hein, pour faire le projet de PPT. Donc les postes, si ça concerne des parties privatives ou des parties communes. On a gardé l'état actuel, donc bon moyen dégradé, donc une note d'état. Travaux envisagés, donc le descriptif simple. Les niveaux de performance thermique quand il y en a hein, de certains matériaux. Les gains en kilowattheure et en pourcentage, les coûts estimatifs, hein, excusez-moi, les termes et les coûts estimatifs. Alors, là, c'est pour vous montrer un exemple hein, de justement l'articulation au sein d'un DTG, du projet de PPT, des scénarios, mais aussi de l'ingénierie financière. Donc là, par exemple, on a un exemple comme ça de ce que pourrait être un PPT. Alors, c'est ancienne version, excusez-moi, je n'ai pas mis à jour hein, avec la nouvelle version, mais bon, ça ressemblera à peu près à ça. Donc là, il manque le total, mais bon, vous avez compris, l'idée, c'était de montrer juste des images. Et à partir de cette liste, j'arrive sur un scénario de travaux, puisque le référentiel DTG propose des typologies de tableaux qui, une fois testés, sont assez satisfaisants. Alors après, chacun peut avoir son avis, mais ils marchent bien puisqu'ils permettent finalement d'avoir un scénario zéro toujours à gauche et de faire le bouquet de travaux énergétiques avec la droite. Donc, le projet de PPT a forcément
une articulation avec les scénarios de travaux, à savoir au moins 2 proposés et travailler avec le conseil syndical, et l'ingénierie financière qui, évidemment, va devoir, sur la base de ces tableaux, travailler sur les simulations financières. Alors, d'autres mises à jour ont été faites, évidemment, notamment, peut-être que certains d'entre vous ont pu s'en apercevoir, donc le Code de la construction et de l'habitat, CCH, hein, a été recodifié dernièrement et notamment, les nouveaux codes est apparu depuis le 1er juillet 2021. Donc, ça a quand même pas mal modifié certains articles de loi et donc on a mis à jour. Donc, notamment dans les tableaux de bord où il y avait quand même beaucoup de références au CCH, ben, on les a mis à jour. Et de manière globale, dans le référentiel, ça a été mis à jour. On a aussi modifié l'obligation de réunion de lancement pour les copropriétés, puisque on s'aperçoit que la réunion de lancement dans des petites copropriétés ne se fait pas, hein. On va directement en visite avec les acteurs sur place et on n'a pas besoin de se réunir avant la visite pour justement organiser la visite euh, parce que souvent, bah, il y a moins d'équipements collectifs, il y a moins de clés à obtenir, etc. Et donc, l'obligation de réunion de lancement n'est aujourd'hui obligatoire que pour les copropriétés de plus de 20 logements, ce qui a été mis dans le référentiel. On a mis à jour aussi le calcul des impayés pour les aides MaPrimeRénov', puisque il y avait peut-être eu un quiproquo entre l'interprétation des textes, des circulaires, je ne sais plus comment ça s'appelle, de l'ANA, et après, dans la foire aux questions qui a pu avoir de l'ANA, on a pu s'apercevoir que l'interprétation était différente. Donc, on a mis à jour à partir de l'interprétation la plus simple et la plus utilisée par les experts en ingénierie financière. Et donc, pour finir, on a décrit succinctement, hein, les attendus pour l'ingénierie financière sommaire, puisque dans le référentiel DTG tout à l'heure, je vous disais, donc en option, en partie 4, on a proposé, donc, c'était déjà depuis octobre 2020, hein, le fait de pouvoir en option faire l'ingénierie financière, mais on n'avait pas été plus en détail. Mais forcément, ça a généré des questions, puis des problématiques de contenu qui étaient différents. Et donc on s'est entendu pour le terme d'ingénierie financière sommaire, puisque au stade du DTG, c'est important de comprendre qu'on n'est pas là pour détailler des choses de manière très précise, puisque le DTG reste une étude générale, un diagnostic général qui veut orienter les copropriétaires vers la maîtrise d'œuvre de conception. Et donc, l'ingénierie financière détaillée, eh bien, elle sera faite après, au moment où justement on aura le détail des travaux sur la base de devis précis établis sur la base des cahiers des charges des maîtres d'œuvre, etc. Donc là, au stade du DTG, on parle bien d'ingénierie financière sommaire et donc on a détaillé ce qu'on attend. Donc, des descriptifs des aides financières individuelles et collectives, les descriptifs des solutions bancaires de financement, la vérification de la solvabilité de la copropriété par rapport aux impayés de charges. Bon, ça, elle a été faite évidemment dans le DTG, mais c'est à ce moment-là que l'ingénierie financière doit absolument la prendre en compte, hein, pour éviter quand même de proposer des choses qui ne seraient pas du tout possibles ou de prévenir les copropriétaires des conditions pour obtenir certaines choses. On a aussi précisé que l'expert en ingénierie financière doit participer à la réunion intermédiaire. Donc là, comme on est en option, hein, on peut dire que rien n'est obligatoire, mais si l'option est prise, eh bien, l'expert en ingénierie financière doit participer à cette réunion intermédiaire puisqu'il est partie prenante et un acteur incontournable à ce moment-là.
euh, et construction de 2 plans de financement sommaire pour les 2 scénarios travaux pressentis, et notamment sur la base de la prise en compte des clés de répartition dont on parlait tout à l'heure, comme il y a une exploitation du règlement de copropriété qui est faite pour comprendre comment les clés de répartition fonctionnent, et une estimation des cotes par travaux, par typologie de l'eau, ou alors sur la base des tantièmes des copropriétaires dans les petites copropriétés, quand on a des lots privatifs complètement hétéroclites, hein, c'est-à-dire on va avoir un petit studio avec quelques tantièmes et puis un triplex qui aura je ne sais pas combien de tantièmes. Donc là, on ne peut pas évidemment se baser sur des typologies de lots. Estimation des subventions collectives ANA et C2E, et estimation des restes à charge et des mensualités des prêts collectifs. Voilà, et donc on a déterminé qu'au stade du DTG, il n'est pas nécessaire de réaliser les enquêtes socio-économiques des copropriétaires qui, elles, se réaliseront donc après en maîtrise d'œuvre de conception. Voilà, écoutez, on a terminé la présentation. On peut passer aux questions et aux réponses. Merci, merci Camille. D'ailleurs, peut-être pour rester sur la partie ingénierie financière, qui est devenue, en tout cas qu'on a nommé sur le cahier des charges, le référentiel, volet financier. Voilà, afin d'éviter tout problème de compréhension. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas encore mis les questions, donc les commentaires dans le chat et les questions directement dans l'onglet Q et R, donc questions et réponses. Alors, est-ce que l'ingénierie financière intègre-t-elle un nouveau taux d'actualisation pour les calculs des temps de retour sur investissement, étant donné le contexte très perturbé Alors, pas du de tout. mémoire? Ouais. Non, pas du tout. Sachant que c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, mais le retour sur investissement, c'était donc un paramètre qui était obligatoire dans le cadre des audits énergétiques, hein, puisque c'était des choses qui étaient indiquées par rapport à l'audit. En fait, ça faisait partie Il fallait indiquer ça. Donc aujourd'hui que l'audit énergétique n'est plus vraiment obligatoire, on aurait tendance à dire que ce point-là, qui est quand même très difficile à manier et qui est contre-productif souvent auprès des copropriétaires, on pourrait le retirer. Et comme vous avez pu le voir dans le projet de PPT, donc dans la fameuse liste des travaux, on ne l'a pas remis, on l'a retiré. Donc dans l'ingénierie financière, c'est un autre sujet. C'est vrai que il peut être calculé des choses comme ça sur la base du coût des travaux rapportés par rapport aux appels de charges, hein, c'est-à-dire ben voilà, vous êtes des copropriétaires avec environ 500 euros de charges par mois, par exemple. Eh bien, si on obtient une réduction de 30% du chauffage, on pourrait estimer des baisses. Donc, c'est vrai que nous, on n'a pas du tout introduit ça. Peut-être qu'on aurait dû, je ne sais pas. Mais là, ça relève des capacités des experts. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a été assez succinct. Et le détail là dont vous parlez, c'est vrai qu'il est intéressant, mais on ne l'a pas intégré. On l'a pas intégré. C'est une bonne question. Et le temps de retour sur investissement, non plus. Alors voilà, le temps de retour sur investissement dans les tableaux de projet de PPT ou dans la liste des travaux, moi, je pense qu'il ne faut surtout pas le mettre. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'ingénierie financière, ça peut être des choses intéressantes. Maintenant, on sait que c'est quand même difficile à manier. Donc, je ne sais pas aujourd'hui justement comment ça peut se faire de manière un petit peu sereine. Puisque le jour où vous présentez à l'Assemblée générale, c'est vrai que si vous voulez, après, dans 1 an ou 2 ans, re-être à l'Assemblée générale, mais là, pour voter les travaux, bon, faut pas trop se tromper sur ce genre de choses, quoi. C'est vrai que, voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Et peut-être préciser également pour toute la partie volet financier, parce que là, je vais apparaître des questions sur l'obligation ou non de réaliser cette prestation. Sur Paris, ça ne change pas.
on précise, en fait, si vous voulez, on précise simplement ce qui n'avait pas été fait dans la précédente version. Donc, le volet financier reste obligatoire Paris Intramuros. Et dans la description, en tout cas, des missions, c'est également pris en compte à l'échelle de la métropole du Grand Paris, puisqu'on est sur quelque chose de très sommaire. Donc, il va falloir vous rapprocher des différents espaces France Rénov des territoires. En tout cas, sur Paris, ça reste toujours obligatoire et il n'y a pas de changement ou de modification au niveau des aides. Sur les évolutions des aides sur les DTG sur Paris, on reste exactement sur les mêmes critères. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on parle d'aide financière, le 15 février, on a un webinaire, donc un Solution Pro, sur les aides financières à l'échelle locale et nationale. Alors, avons-nous d'autres questions? Après, juste par retour Oui, d'expérience, mais bon, j'imagine que beaucoup de gens en ont, hein, c'est vrai que on sait que les économies d'énergie et donc forcément les économies financières donc sont pas toujours vraies, hein, soit parce qu'on ne fait pas d'économie d'énergie parce que les réglages sont pas bons, soit en effet avec l'augmentation du coût des énergies, et ben, en fait, ça compense. Donc bon, après, on a un outil à l'ARC qu'on appelle le bilan énergétique simplifié qui permet justement de bien détacher les coûts des consommations, des évolutions avec les DJU, etc., qui permet de pouvoir apporter des éléments de réponse aux copropriétaires qui se posent des questions quand 2 ans, 3 ans après leurs travaux, ils n'ont pas les attendus. très bien. Euh, Pareil, j'avais une autre question. Est-ce que vous allez avoir les supports? Oui. On va vous envoyer support de présentation. Le référentiel, il sera mis en ligne sur le site de l'APC, donc de l'Agence parisienne du climat, sur le site Coach CoPro, probablement sur le site de l'ARC, Camille. Là, je parle sur ton Ah, contrôle. je ne sais pas, oui, Ok, peut-être, bon, ouais. bah, peut-être sur le site de l'ARC. En tout cas, vous allez le retrouver et d'ici lundi, donc la semaine prochaine, au plus tard, ce sera mis en ligne. En tout cas, la présentation, on pourra vous la diffuser juste après. Alors là, je vois une question qui est intéressante, hein. Faut-il être RGE études pour faire un DTG? Ouais, justement, je Alors, t'entends répondre. Vas-y. alors, en fait, concrètement, hein, pour faire un DTG, donc il y a un décret en 2016 qui précise en fait, hein, le niveau d'études et les compétences. Donc dans le référentiel, tout est indiqué à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour faire un projet de plan pluriannuel de travaux, un PPT, il y a aussi un décret qui est sorti pour parler des compétences. Et donc, ça tombe bien, les compétences pour faire le DTG ou les compétences pour faire le PPT sont complètement similaires. Donc, à ce niveau-là, c'est bien. Par contre, sur votre question, est-ce qu'il faut être RGE études? Eh bien, ça, en fait, ça n'est pas du tout indiqué dans les décrets. C'est ça. Et le parti pris, en tout cas, pour l'instant, pour nous, de notre côté, notamment en lien avec les aides financières, que ce soit de la ville ou de la métropole du Grand Paris, et oui, qu'on maintenait cette obligation d'être RGE études 19, je ne sais plus exactement le numéro, c'est pour la partie audit énergétique, bâtiment collectif et habitat privé. Donc oui, pour répondre à cette question. Après, ça sera peut-être amené à évoluer et à ce moment-là, on vous fera signe, mais à date, oui, pour le DTG. Voilà, donc c'est-à-dire que le référentiel n'impose évidemment pas ça, mais après, les financeurs qui, eux, disent on va donner une aide financière, eux, ils imposent après leurs critères. Voilà. Comme ils Exactement. peuvent aussi imposer dans certaines régions, il y a des choses qui sont imposées, comme par exemple les bouquets de travaux. Nous, on n'a pas imposé de seuil dans le référentiel, mais il y a certaines aides financières qui sont données si les bouquets de travaux sont BBC 35% obligatoirement. Voilà. Très bien. Et pour les... Alors, il y a une question Ouais, sur le DPE collectif. Alors, donc là, sur le DPE collectif, il y a plein de questions, hein, qui se posent. Moi, je suis pas une spécialiste, hein, du DPE. Ce qui est sûr, c'est que ça pose problème, évidemment, dans des copropriétés euh, hétérogènes, avec des bâtis hétérogènes, des logements hétérogènes, tant en taille qu'en matériaux, etc.,
que, évidemment, en système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, de vitrage, etc. Et donc, ce que j'ai cru comprendre, hein, c'est que ce soit un bureau d'études thermiques qui, maintenant, de plus en plus de bureaux d'études thermiques sont en capacité de faire des DPE réglementaires, ou que ce soit un diagnostiqueur, en fait, c'est très possible en fait, qu'ils vont ne pas accepter de réaliser le DPE collectif et par défaut dire, bah non, la seule possibilité, c'est de faire des DPE individuels de chaque appartement. Donc ça, c'est quand même un sujet qui reste très compliqué, qui, j'espère, va être travaillé par le gouvernement, qui va pouvoir peut-être proposer des solutions. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a tendance quand même à dire, attention, réaliser un DPE pour absolument réaliser le DPE, alors que justement, on est dans des systèmes complètement hétérogènes. Peut-être il est préférable d'attendre un petit peu que le gouvernement travaille sur cette méthodologie, puisqu'a priori, s'était engagé à le faire. Très bien, merci pour cette. On a quelques questions concernant donc la réalisation d'un audit énergétique exonère-t-elle de l'obligation de réaliser un DPE collectif? Je crois que cette question est revenue au moins 2 fois. D'accord. Bah alors non, Voilà. voilà, puisque c'est ça, hein. Enfin, nous, c'est par déduction, si vous voulez, c'est ce qu'on a compris, hein. En fait, comme ça n'a rien à voir dans l'absolu, eh bien, le DPE réglementaire doit être fait. Voilà, il doit être fait. Donc, si vous avez réalisé votre audit énergétique avec un bureau d'études thermiques, bah, vous pouvez reprendre contact avec ce. Alors, je parle comme si vous étiez copropriétaire, mais, mais un bureau d'études thermiques, je pense que ça fait partie des choses qui peut être proposé à vos clients, en fait, qui pourraient revenir vers vous pour réaliser ce DPE, puisqu'ils vont être obligatoires. Merci Camille. Et donc, oui, en effet, sur la certification, bah, sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup de bureaux d'études thermiques qui ont fait passer les certifications à leurs salariés, hein. Donc Ça, on avait la là, question d'ailleurs voilà, justement par ouais, rapport ouais. à. Mais ce qui est bien, hein, si vous voulez, moi avec le recul, je me dis quand même que si jamais il y a 10 ans ou 12 ans, le Grenelle de l'environnement avait dit il faut faire des DPE dans toutes les copropriétés, ça aurait été terrible parce qu'on aurait eu justement euh, ben, des professionnels qui n'ont pas l'habitude de la copropriété, alors qu'aujourd'hui, avec les bureaux d'études thermiques, on a un pan de professionnels qui connaissent bien la copropriété, qui vont pouvoir investir le champ. Voilà. Parce qu'au niveau des diagnostiqueurs immobiliers, donc on va voir, hein, comment la profession va s'organiser, mais on sait que ça va être quand même plus difficile à sortir des DPE collectifs qui ont du sens dans des bâtiments collectifs. Merci. Il y avait aussi une question sur l'actualisation des devis. Simplement, là, on est dans une phase d'entre-deux. Donc, au niveau des devis, il va falloir voir avec l'espace France Rénov, l'ALEC, qui suit le projet en question. L'idée, c'est qu'une fois que le référentiel il est en ligne et qu'on a communiqué dessus, donc on commence à communiquer dessus depuis aujourd'hui, il vous sera envoyé, partagé la semaine prochaine. Donc, début février, à partir de début février, il faudrait que les devis soient mis à jour avec ce nouveau référentiel. Alors, qu'avons-nous d'autre comme question? Pareil, le canevas, il sera envoyé. Alors, le projet PPT réalisé dans le DTG peut-il être utilisé directement par le syndic pour mise au vote en AG? Alors, c'est l'idée. Hein, comme donc, j'en ai pas trop parlé en termes de méthodologie, mais il y a cette fameuse réunion intermédiaire, hein, qui est imposée dans le référentiel DTG, qui en fait intervient donc sur la base du rapport de DTG provisoire qui fait état du diagnostic. Toutes les fiches par poste ont été diagnostiquées, l'analyse énergétique est faite et
le jour de la réunion intermédiaire, eh bien, les auditeurs arrivent avec un projet de liste de travaux organisé comme un PPT et, deux ébauches de scénarii travaux. Et donc, normalement, au sortir de cette réunion intermédiaire, on doit pouvoir affiner les deux documents pour proposer de les intégrer dans le rapport final. Voilà. Et donc, après, charge aux copropriétaires, au conseil syndical et au syndic d'utiliser ça s'ils veulent. Maintenant, vous, votre responsabilité, elle s'arrête à votre rapport de DTG. Vous avez remis un rapport de DTG, hop, il a une date, il est signé, au revoir, merci. Et après, le syndicat des copropriétaires, ben, il fait ce qu'il veut. Après, il peut présenter quelque chose qui n'a ni queue ni tête en assemblée générale. Ça n'est pas votre responsabilité si jamais ils ont été prendre les choux et les carottes, ils ont mélangé comme ils voulaient. Ça, voilà. Mais évidemment que vous pouvez vendre ça, le fait de dire, bah, dans le DTG, j'ai une proposition de PPT et des scénarios de travaux. Et notamment, nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant, puisque aujourd'hui, vous allez voir que les copropriétaires les syndics vont vous solliciter pour avoir des devis de PPT. C'est-à-dire que les gens ne vont pas demander des devis de DTG, mais vont demander des devis de PPT. Et sachant que la loi, elle précise, elle dit le syndicat des copropriétaires en assemblée générale vote la réalisation d'un projet de PPT et les modalités de réalisation de ce projet de PPT. Et donc, on peut très bien imaginer en assemblée générale que la modalité de réalisation du projet de PPT, bah, c'est de réaliser un DTG. Voilà. Alors, ça fait beaucoup c'est peut-être compliqué tout ça. On va voir avec l'Agence parisienne du climat là, pour essayer de faire des résolutions types pour que peut-être ce soit plus simple pour tout le monde de comprendre comment tout ça, ça s'articule. Mais en effet, vous pouvez dire aux syndics ou aux conseillers syndicaux, le DTG est conforme au référentiel qui donne le droit à l'aide financière, propose un projet de PPT et les modalités de réalisation de ce projet de PPT sont conformes avec la loi. Voilà. Très bien, donc je précise que cette présentation vous sera envoyée, que le DTG sera mis en ligne sur le site de l'Agence parisienne du climat, mais également sur le site, le site Coach CoPro. Donc vous allez bien recevoir l'ensemble des informations. Le scénario 0 qu'on pratiquait déjà correspond-il au PPPT? Pardon? Le scénario 0 qu'on pratiquait déjà correspond-il au PPPT? Ah non, non, non. Ben non, en fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le projet de PPT, lui, c'est une liste des travaux nécessaires. Dans cette liste des travaux, il peut y avoir du thermique, du pas thermique, Il n'y a pas de regroupement en indépendamment, en fait. fait. Ouais. Voilà. Par contre, dans les tableaux qui sont proposés pour les scénarios de travaux dans le référentiel DTG, c'est vrai que le fait qu'on a fait découper ce tableau en deux parties permet de faire émerger un scénario zéro sans gain énergétique. Voilà, c'est juste la particularité de ce tableau qui est un outil assez intéressant à manier. Voilà. Et il y a quelqu'un qui a posé une question, la façon d'orienter une copropriété vers le DTG ou vers une maîtrise d'œuvre. Alors, ça, c'est très simple en fait, c'est-à-dire que un copropriétaire, un conseil syndical, syndic qui vient vers vous en disant bonjour monsieur, on voudrait refaire toute la copropriété, merci de nous faire un contrat de maîtrise d'œuvre pour refaire tout. Eh bien voilà, c'est quelque part le DTG, vous allez le faire dans le cadre de la phase diagnostique, on va dire. Mais par contre, si jamais on ne sait pas exactement vers quoi s'orienter comme travaux, bah, le DTG, il nous semble, est un bon outil pour orienter la copropriété vers les directions qui lui permettront d'aller ensuite chercher les contrats de maîtrise d'œuvre adaptés. Voilà. Merci. Alors, on va reprendre une dernière question. Alors, je regarde très rapidement.
Alors, il y a une question Ah sur oui, l'orientation des copropriétés entre la phase DTG et la phase maîtrise d'œuvre. Est-ce que le professionnel qui réalise le DTG est forcément missionné pour la maîtrise d'œuvre? Et si oui, passe-t-elle directement en appel d'offres? ah bah non. Bah voilà, j'étais en train de répondre par message, mais ça peut servir aussi si Alors, d'autres du personnes se coup, posaient la question. ouais, alors le DTG reste une analyse générale relativement sommaire. Maintenant, c'est vrai qu'elle est basée sur le principe d'un d'un recensement de beaucoup d'éléments, en fait, hein, puisque l'idée, c'est que justement les auditeurs puissent aller voir précisément les états techniques et thermiques. Et donc, du coup, il y a un espèce d'inventaire des éléments à regarder et à pouvoir qualifier les états. Mais ça n'est absolument pas évidemment le descriptif des travaux et c'est toute la subtilité entre la maîtrise d'œuvre conception qui va arriver forcément après, qui, elle, fera des cahiers des charges. Voilà, puisque une copropriété qui va chercher directement des devis à partir d'un DTG, eh bien, elle se met à la merci des artisans du bâtiment, hein. Elle se met à la merci de ce que eux vont décider de faire, de la façon dont ils vont décider de le faire, etc. Elle ne pourra pas maîtriser, à moins évidemment qu'elle ait des professionnels du bâtiment au sein du conseil syndical. Voilà. Et donc, nous, évidemment, on oriente les copropriétaires, surtout quand les travaux sont énergétiques et avec plusieurs postes, vers la phase d'après, le DTG. Donc, on oriente vers des maîtrises d'œuvre de conception qui pourront, à partir des cahiers des charges techniques détaillés, rechercher des devis auprès des entreprises. Voilà. Et selon nous, si vous voulez, le DTG nécessite forcément à minima deux professionnels qui sont de type architecte et bureau d'études thermiques. C'est-à-dire que, enfin, nous, c'est ce qu'on prône dans le référentiel. Et à moins d'avoir un professionnel qui a la double casquette, il semble impératif de pouvoir avoir au moins deux professionnels et voire un troisième si on choisit l'expert en ingénierie financière. Exactement. Donc, si aucun des deux professionnels n'a assez de la compétence pour faire ce volet financier, il va falloir bien évidemment intégrer un ingénieur financier. Donc, on reste toujours sur les mêmes bases, à savoir toujours avoir un architecte en tout cas un architecte, un bureau d'études ou encore une structure avec un thermicien et une personne avec des compétences d'architecte. Alors, on peut avoir un, deux ou trois professionnels. Donc oui, on reste toujours sur les mêmes, on reste toujours sur la même chose. Donc deux compétences au minimum. Et donc, sur l'intérêt du DPE collectif, alors Alors, t'es où? là, c'est la dernière question, non? C'est Thomas Renaudin qui pose la question. Alors, Thomas. Euh, En fait, le DPE collectif, je pense que ce qui intéresse le gouvernement, c'est de pouvoir mesurer, en fait, hein. C'est qu'aujourd'hui, on dit il faut faire des travaux d'économie d'énergie, etc., mais en fait, on n'a pas la mesure. Donc là, je pense que le gouvernement dit, bon, bah, hop, on met en place l'obligation de faire un DPE qui, euh, normalement, doit se faire plus simplement qu'un audit énergétique. Peut-être c'était ça qu'ils se sont dit et on mesure. Voilà, on mesure d'où on part et comme ça, peut-être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on pourra mesurer où on est arrivé. Donc, c'est ça, hein, je pense, l'intérêt. Maintenant, en chauffage collectif, que ce soit un DPE collectif ou un audit énergétique, et tout comme d'ailleurs les bâtiments en chauffage individuel, nous, ce qui nous intéressait dans le référentiel DTG, de toute façon, c'était de dire il faut une analyse énergétique. Et donc, si vous voulez, le principe, c'est que l'analyse énergétique qui est proposée dans le référentiel DTG, en fait, elle a la même forme qu'elle soit en complète ou en simplifiée. C'est-à-dire que je dois présenter le schéma des déperditions, je dois présenter un récapitulatif des consommations par usage. Euh, alors, évidemment, c'est beaucoup plus complet dans le cadre de l'audit. Et puis, il y a aussi
une analyse de la chaufferie, etc., qui sont dans les fiches d'analyse. Mais concrètement, dans l'analyse simplifiée proposée dans le cadre du référentiel DTG, bah, l'analyse énergétique simplifiée, elle est basée sur un calcul 3CL. Ce calcul 3CL permet de faire un DPE, mais concrètement, le DPE, il est annexé au rapport de DTG. Donc, dans le rapport de DTG, qu'est-ce que je vois? J'ai une analyse énergétique, voilà, qui est basée sur le calcul 3CL utilisé pour faire le DPE. Je ne sais pas si ça paraît clair, hein, sachant que le DPE, c'est l'état existant. Alors maintenant, il y a des scénarios de travaux qui sont proposés à titre informatif. Donc là-dessus, c'est à peu près raccord. Euh, voilà, mais l'analyse énergétique, elle est inclue dans le rapport de DTG. Le DPE, il est en annexe. Merci pour cette précision. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On a encore quelques questions. Je vous invite à revenir vers nous une fois que le référentiel il sera mis en ligne et que vous aurez pris connaissance des modifications de l'articulation à voir. Il est fort possible que l'on réitère cet événement et bien évidemment, il sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici la semaine prochaine. Donc, il sera disponible assez rapidement. Donc, n'hésitez pas à diffuser l'information et revenir vers moi ou encore Camille ou toutes les deux si vous avez des questions plus précises sur ce référentiel. Merci à tous et à toutes pour votre participation et je vous donne rendez-vous le 15 février pour ceux qui sont intéressés pour parler des aides financières 2023. Excellente journée.